Alors, nous sommes de retour sur la Web TV de la Convention nationale des avocats. Nous sommes en compagnie de François Daoust, qui est président de la direction... Directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Voilà, merci. Et donc qui va nous parler de la preuve pénale de demain. Première question, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter cet institut? Alors c'est le laboratoire de criminalistique de la gendarmerie nationale. Donc la criminalistique, on sait ce que c'est maintenant grâce à la vulgarisation des séries, des experts, sur quel que soit leur pays et leur origine. C'est toutes les sciences qui sont utilisées pour faire des expertises en vue d'identifier les traces qui sont relevées sur les scènes de crime, quelles qu'elles soient, scènes de crime au sens large. D'accord. Et donc ça suppose à la fois une analyse juridique et une analyse scientifique, j'imagine. Alors d'abord, c'est l'analyse scientifique pure. En tant qu'experts, nous intervenons sur le terrain, sur les scènes de crime, pour faire des prélèvements. Et ces prélèvements sont ramenés au laboratoire pour évidemment les analyser en vue d'identifier ce qui a été fait. Donc là, nous sommes dans le scientifique pur. Toutefois, là où on a du juridique, et le juridique est à deux niveaux. Le premier, c'est l'application du code de procédure pénale, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des expertises sur une affaire correctionnelle ou criminelle comme ça sans avoir des réquisitions à personnes qualifiées ou une commission d'experts par le juge d'instruction. Donc là, c'est l'encadrement juridique qui est pur et dur, et heureusement, c'est ce qui permet de ne pas avoir tout et n'importe quoi. Et la deuxième chose, c'est aussi le rôle de conseil que nous pouvons avoir envers les enquêteurs, envers les magistrats, ou à travers le magistrat lors des demandes des avocats, d'actes particuliers, des vues analytiques, afin d'identifier un élément matériel particulier. D'accord. Et concernant la procédure au tribunal, on sait que les experts judiciaires ont leur avis à dire sur justement la qualité d'une preuve, est-ce qu'elle est fiable ou non. En France, est-ce qu'elles sont souvent remises en cause, ces preuves apportées par les experts judiciaires? Alors, l'expert, déjà juridiquement, je ne pense pas que l'expert apporte des preuves. L'expert apporte des résultats scientifiques avec des interprétations par rapport aux éléments qu'il a eus. C'est-à-dire, j'explique et je vous donnerai un exemple très, très simple qui est très parlant. Il a eu des prélèvements qu'il a reçus. Soit l'expert sait comment ces prélèvements ont été faits, parce qu'il a participé à ces prélèvements, dans quelles circonstances, à quel endroit. Et le conditionnement de tout ça va lui permettre de faire une analyse scientifique beaucoup plus pertinente. C'est-à-dire qu'elle va intégrer les éléments extérieurs qu'il a vus. Même si l'analyse derrière est une analyse de haut niveau scientifique, que ce soit sur la chromatographie, que ce soit sur des séquenceurs, que ce soit, bref, tout un jargon analytique barbare, avec des appareils tout aussi barbares pour un juriste. Je le conçois. Toutefois, l'analyse pure et dure d'un laboratoire qui reçoit des éléments, qui disent, bien voilà, moi j'ai reçu ces éléments, le résultat de l'analyse c'est celui-là, eh bien, il n'a apporté qu'un résultat analytique. Il se replace comment dans l'enquête, comment dans le contexte? S'il n'a pas d'autres éléments, toute interprétation qu'il pourra faire risque d'être erronée. D'où mon exemple. En 1972, il y a en Irlande ce que l'on a appelé le 30 janvier 1972 le Bloody Sunday, qui a été le dimanche sanglant, où une manifestation pacifiste irlandaise se termine par 14 morts tués par balle par l'armée britannique, qui, dans un premier temps, a dit « mais nous étions menacés et nous avons reçu des coups de feu ». Pour étayer cette hypothèse, en tout cas ce témoignage, a été envoyé au laboratoire des tampons noirs. Les tampons noirs, ce sont des petits éléments que l'on met sur les mains pour voir si une personne a tiré avec une arme à feu. Et la poudre. La poudre, etc. Résultat laboratoire, ils étaient pleins de poudre.
Donc les 14 victimes étaient bien porteuses d'armes et en tout cas avaient tiré avec les armes. Et si on n'a pas retrouvé les armes, c'est tout à fait normal puisque les manifestants eux-mêmes les ont fait disparaître. Sauf que il y a eu une enquête parallèle et qui a été relancée parce qu'il y a eu de nombreux appels pas sur le résultat de l'expertise, mais sur l'interprétation qui en a été faite. Et en 2009, la commission d'enquête a rendu ses conclusions. L'analyse était parfaitement juste, mais l'interprétation faite par l'expert était fausse. Oui, l'analyse a montré qu'il y avait des résidus de tir. Non, les personnes n'étaient pas porteuses d'armes et n'ont pas tiré. Alors vous me direz, mais comment ça se fait qu'on ait trouvé? Eh bien, si l'expert du laboratoire avait connu les circonstances dans lesquelles les victimes avaient été transportées de la rue où ils avaient été tués dans la chapelle ardente où les prélèvements ont été faits, il aurait su que ces transports de corps avaient été faits par les militaires qui avaient tiré sur eux. Les militaires avaient sur les mains plein de résidus de tir. Et pour porter un cadavre, deux personnes, on prend aux chevilles et on prend aux mains. Il y a eu un transfert. L'interprétation est l'élément le plus difficile et le plus complexe pour un expert. Et là, il y a en France, dans le domaine juridique et dans les professionnels juridiques, une difficulté à appréhender cette interprétation, d'autant que certains experts ne veulent pas connaître de l'affaire, d'autres experts disent, avec juste raison, il faut que je connaisse l'ensemble si vous voulez que mes conclusions aillent au-delà du simple résultat scientifique et du résultat analytique, que je puisse me prononcer sur une hypothèse probable ou pas, il faut que j'ai l'ensemble des circonstances. Sans ça, vous n'aurez qu'un petit bout. La difficulté, elle est là. D'accord, donc pour éviter ces erreurs d'appréciation, on voit que scientifiques et juristes doivent communiquer ensemble, c'est impératif. Absolument, absolument. Que ce soit le laboratoire, et y compris dès le début, sur la scène de crime avec le procureur de la République et après avec le magistrat instructeur, et à travers lui, et bien sûr les représentants des partis, que ce soit partie civile ou de la défense, eh bien, doivent dialoguer en permanence avec les spécialistes. Quelles sont les missions utiles et qui seront intéressantes pour qu'on révèle l'élément matériel? Comment doit-on procéder? Qu'est-ce qu'on doit faire comme libellé? Et quels sont les résultats que je peux en attendre? Ça, c'est un dialogue permanent qui peut se faire en des mots très simples. On n'est pas obligé de rester chacun sur son jargon professionnel et hautement spécialisé qui permet de garder chacun sa chapelle et montrer toute sa culture dans son domaine pour garder l'autre à distance. Non, on a besoin de dialoguer et de faire un petit peu ce que Michel Serres a rappelé dans son livre Le contrat naturel, de se souvenir que le droit et la science se sont nourris ensemble de connaissances, d'un raisonnement logique pour arriver à une démonstration, qu'elle soit juridique ou qu'elle soit scientifique, et que la science s'est totalement nourrie du droit pour arriver à prouver ses propres théories scientifiques. Donc il y a une culture commune qui a été oubliée et qui doit impérativement être là pour que juristes et scientifiques se parlent naturellement, sans peur, sans appréhension, chacun dans son domaine de compétences, mais avec une efficacité pour une seule chose, que la vérité judiciaire soit retrouvée. Voilà. D'accord. On vous remercie, c'était très intéressant et on vous souhaite une très bonne convention nationale. Merci Monsieur Daoust. Je vous remercie.